Bienvenue. Aujourd'hui, on explore l'appellation Chinon en plein cœur de la vallée de la Loire. On va essayer de comprendre ce qui fait la particularité de ces vins, notamment les rouges de Cabernet Franc. Bonjour. Oui, Chinon, c'est d'une AOC assez ancienne, 1937, et très connue pour ses rouges. Mais c'est surtout la diversité des terroirs qui est fascinante là-bas. Alors, justement, le terroir. Où se situe Chinon exactement? Autour de la ville de Chinon, bien sûr, en Indre-et-Loire, ça s'étend sur les deux rives de la Vienne jusqu'à la Loire. Et le climat? Océanique? Oui, tempéré océanique, mais un peu dégradé, disons, moins maritime que près de la côte, avec des vents qui jouent leur rôle. Mais le plus important, j'imagine, ce sont les sols. Ah oui, absolument. C'est vraiment ça qui va définir le style du vin. On distingue principalement trois types. D'accord? Lesquels? Bon, d'abord, près des rivières, la Vienne et la Loire, on a les terrasses alluviales. Ce sont des sols de gravier, de sable. Ça donne des vins plutôt souples, très fruités, sur les fruits rouges. Des vins à boire assez jeunes, quoi. Ok, les vins plus immédiats, fruités. Et ensuite? Ensuite, il y a les coteaux et les buttes calcaires. Le fameux tuffeau, cette craie typique. Là, c'est autre chose. Ça donne des vins beaucoup plus charpentés, plus structurés, qui sont vraiment faits pour vieillir. Le château de Saint-Louin dont on parlera vient de là. D'accord, le tuffeau pour la garde. Et le troisième type? Sur les plateaux, au-dessus des coteaux, on trouve des sols d'argile à silex, parfois mêlés de sable. Eux aussi donnent des vins assez puissants, complexes, souvent sur des notes de fruits noirs, d'épices. C'est fou comme le même cépage, le Cabernet Franc, peut changer de visage comme ça, juste en fonction du sol où il pousse. C'est ça l'identité de Chinon. C'est tout à fait ça. Le Cabernet Franc, qu'on appelle le breton localement, c'est la star absolue. Obligatoire pour les rouges, qui représentent quand même 85% de la production, et les rosés, environ 13%. On peut ajouter un peu de Cabernet Sauvignon. Oui, jusqu'à 10% autorisés, mais en pratique, c'est assez rare. La plupart sont 100% Cabernet Franc. Et il y a aussi un peu de blanc. Très peu, 2% seulement. C'est du chenin blanc, des vins souvent marqués par une belle minéralité, très intéressant d'ailleurs. Donc, une palette assez variée au final. Comment on travaille tout ça, de la vigne à la bouteille? Plutôt tradi ou moderne? Eh bien, c'est un mélange en fait. Dans les vignes, il y a encore pas mal de travail manuel. La taille, les bourgeonnages, parfois même les vendanges. Mais bon, avec 2300 hectares, la mécanisation est essentielle aussi. L'enjambeur, pour le travail du sol, les traitements, le rognage, et souvent les vendanges mécaniques. C'est un équilibre, quoi. Et en cave, pour un rouge typique. Alors, après la récolte, il peut y avoir un tri. Souvent, on effrappe, on enlève les rafles. Ensuite, fermentation, avec contrôle des températures, c'est important. Pour extraire à la couleur les tanins, on va faire soit du pigeage, soit du remontage. Pigeage, c'est quand on enfonce le chapeau de marque? Exactement. Et le remontage, on pompe le jus du bas pour arroser le haut. Puis vient l'élevage. Ça peut aller de 6 mois à 2 ans, parfois plus, soit en cuve inox pour garder le fruit, soit en fût de chêne pour plus de complexité. Ça dépend vraiment du terroir et du style voulu. Et pour les blancs et les rosés, rapidement? Pour les blancs, c'est pressurage direct des raisins. Débourbage pour clarifier le jus, puis fermentation et élevage. Classique. Les rosés, eux, sont faits soit par pressurage direct aussi, soit par saignée, on retire une partie du jus d'une cuve de rouge après une courte macération. Très clair, prenons notre exemple. Château de Saint-Louens, 2016. C'est un Chino rouge, 100% Cabernet Franc. Oui, un très bon exemple des vins issus des coteaux calcaires, le tuffeau, propriété de Baudry et Doutour. Qu'est-ce qu'il raconte ce vin? Alors, ce 2016, il est une belle robe profonde. Au nez, on sent bien les fruits noirs, la mûre, le cassis, avec des notes d'épices et un boisé présent mais fin, bien intégré. En bouche, il y a de la matière, c'est puissant, mais c'est velouté en même temps. Les tanins sont là, mais ils sont fins, et il a une belle longueur. Typique de ce terroir calcaire, donc. Et on le boit avec quoi? Ah, avec des plats qui ont du goût. Un civet de chevreuil, un tagine d'agneau, des plats en sauce, des viandes rouges. Et on peut le garder? Oui, celui-là, on lui donne facilement une dizaine d'années de potentiel. Ça nous amène au potentiel de garde des Chinois en général. C'est très variable si je comprends bien. Ah oui, énormément. Un chinon de gravier, c'est plutôt sur 2 à 5 ans. Faut pas trop attendre pour profiter du fruit. Mais un chinon de tuffeau ou d'argilo-siliceux, là on parle de 10, 20 ans sans problème pour les bons millésimes. Et certains peuvent aller bien au-delà. Ça demande de la patience alors. Il y a des millésimes qui sont entrés dans l'histoire. Bien sûr, on cite souvent 1989, qualifié de millénaire. 1959 aussi, le millésime du siècle. Mais aussi 1947, 1976,
2005. Il y a eu des dégustations de très vieux chinons, remontant même jusqu'à 1934, qui ont montré à quel point ces vins peuvent traverser le temps. C'est assez bluffant. Incroyable. Et l'économie derrière tout ça, c'est beaucoup de Évidemment, vignerons. en 2005, on comptait environ 250 producteurs. C'est surtout des domaines indépendants, souvent familiaux. Il y a aussi une cave coopérative et quelques maisons de négoce. Ça représente environ 110 000 hectolitres par an. Et ça se vend partout, au domaine, sur les salons, à l'export, en restauration, en grande surface. Donc si on résume, Chinon, c'est le royaume du Cabernet Franc, mais avec des visages multiples, façonnés par les terroirs. Gravier pour le fruit, tuffeau et argile pour la structure et la garde. Avec aussi des rosés et quelques blancs de chenin. Une appellation riche en fait. Tout à fait. C'est une appellation qui offre une vraie diversité de styles et un potentiel de vieillissement parfois surprenant. Et peut-être une dernière idée, au-delà du sol et du cépage, il y a l'homme, le vigneron. Comment son approche, sa philosophie, comme celle de Baudrier du Tour pour ce Saint-Loin, façonne-t-elle aussi l'identité finale du vin, même à terroir égal? C'est une piste intéressante, non? Pour une prochaine exploration.